Entretien avec un cadavre, chapitre 9, le cul et les écus. Michel et Xavier se connaissent depuis toujours, depuis ce premier jour à l'école primaire, où le professeur les a placés sur le même banc. C'était l'époque où les élèves portaient un tablier gris où on faisait la prière tous les matins en classe, debout à côté de sa chaise, et où on apprenait à écrire avec une plume que l'on devait tremper dans l'encre, lequel était intégré dans le banc en bois gravé des initiales et messages des nombreux écoliers passés par là. C'était l'époque où l'on jouait aux billes dans la cour. C'était à celui qui en gagnait le plus. Michel était excellent à ce jeu-là. Un jour, Michel en avait tellement gagné que la poche de son tablier s'était rompue sous le poids, répandant toutes les billes par terre, sur lesquelles ses condisciples s'étaient rués. 50 ans plus tard, il en parlait encore. Un demi-siècle déjà. Le temps passait si vite. Le temps passait si vite. Leur belle amitié s'était poursuivie en humanité lorsque ce mot avait encore un sens. À une époque où ces études étaient l'occasion de se cultiver, où les cours d'histoire n'étaient pas des cours d'études, du milieu où on était capable d'écrire sans faute en sortant de primaire, où les pédagogues n'existaient pas encore. 6 années à apprendre la culture grecque et latine, à apprendre l'histoire du monde, à apprendre d'autres langues et les mathématiques, à découvrir les sciences. 6 années qui s'étaient clôturées par un voyage en Grèce, point d'orgue d'une formation à l'ouverture culturelle, à l'ouverture au monde. Même l'université ne les avait pas séparés. Ils avaient fait tous les deux des études de commerce. C'est à cette époque, au cours d'une guindaille d'étudiants, que Michel avait rencontré Marie-Émilie, étudiante en droit, et que Michel avait rencontré Paulette. Une jeune enseignante. Les deux couples ne s'étaient plus jamais quittés. Ils s'étaient mariés la même année, dans la même église, dans la même commune. Même leur domicile était proche. Ils n'avaient pas poussé l'amitié jusqu'à se marier en même temps, mais ils avaient hésité. Puis Michel avait fait son service militaire, tandis que
son service militaire tandis que Xavier en était dispensé car il souffrait d'une malformation de la colonne qui ne malformation l'avait néanmoins jamais fait souffrir et d'asthme pourtant bien maîtrisé par ses médecins. Malgré cela, l'armée n'avait pas voulu de lui. Bien que marié, Michel avait été envoyé loin en Allemagne. Séquelles d'une guerre achevée 44 ans plus tôt. En fait, on n'occupait plus l'Allemagne, on se prémunisait du péril rouge qui viendrait de Moscou. Mais pouvait-on encore parler de péril? Le mur de Berlin venait de tomber et le régime soviétique de s'effondrer. Les militaires étaient un peu perdus, se demandant où était l'énigme. Il ne faudrait plus longtemps pour que les casernes d'Allemagne ferment et que les militaires rentrent au pays. Michel faisait partie des derniers jeunes à devoir faire leur service militaire. Bientôt, ce service disparaîtrait alors qu'il était un bon moyen d'obtenir cette mixité sociale que nos politiques s'acharnent aujourd'hui à regretter. De retour de service militaire, Michel avait cherché un job. Xavier avait pris un peu d'avance et travaillait dans une banque. Au département investissement, Michel avait finalement trouvé une place dans une compagnie d'assurance. C'est Marie-Émilie qui lui avait indiqué qu'il y avait des postes à pourvoir au service commercial de la société où elle travaillait. Michel avait postulé, s'était présenté alors que ses cheveux n'avaient pas encore repoussé depuis sa démobilisation. Il présentait bien, il avait un excellent diplôme et il avait été engagé. L'éloignement et la distance provoqués par le service militaire n'avaient pas nui à leur amitié. D'autres événements allaient s'en charger. Chaque jour de la semaine, alors que Xavier se rendait à la banque, Michel et Marie-Émilie partaient ensemble dans la voiture de l'un ou de l'autre et faisaient de même
le soir, sauf quand l'un d'eux avait une réunion qui s'achevait plus tard. Chaque jour de la semaine, ils mangeaient ensemble à midi un sandwich sur le pouce qu'ils allaient chercher à la sandwicherie voisine. Chaque samedi soir, ils passaient la soirée ensemble avec leurs conjoints à se raconter la semaine. Le temps s'écoulait sans aucun nuage. Leurs enfants grandissaient. Ils avaient évolué dans leur métier. Xavier était devenu gérant d'agence bancaire et Michel, chef du service sinistre de la compagnie d'assurance. Paulette était devenue directrice de son école et Marie-Émilie, chef d'un service administratif de son entreprise, la même que celle de Michel. Bref, tout allait pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Ce jour-là, Michel n'est pas rentré et Paulette s'inquiète, lui qui est plus ponctuel que la pendule qui trône sur le meuble du salon. À l'époque, il n'existait pas de téléphone portable, pas de GSM, aucun moyen de localiser quelqu'un par cette technique aujourd'hui largement répandue. Il devait prendre un verre avec Xavier avant de rentrer, mais là, ça s'éternise. Il est déjà 19h30. Allez, allô, Marie? C'est Paulette. Mon mari ne serait pas chez toi? Oh non, il a pris un verre avec Xavier, mais Xavier est rentré. Attends, je te le passe. Chou, c'est Paulette. Elle cherche Michel. Prends-la. Elle est au téléphone. Allô, Paulette? Michel n'est pas encore rentré? Non, et ça m'inquiète. Vous avez bien pris un verre ensemble? Oui, et vers 18h15, il a pris sa voiture. Je ne comprends pas. Attends, on arrive. Xavier et Marie-Émilie arrivent à pied chez Paulette, puisqu'ils habitent à moins de 200 mètres. Marie-Émilie tente de rassurer Paulette. On téléphone à tous les hôpitaux, sans succès. On tente de se rassurer. On appelle la police, qui ne connaît pas ce nom. Il n'est impliqué dans aucun accident. Aucun accident, ni incident n'a d'ailleurs été rapporté. Rassurez-vous, madame, ils finissent tous par rentrer, dit le policier, pour tenter de la rassurer. Mais Paulette sait, elle, que son homme n'est pas comme ça. Lui qui a conservé de l'armée la coupe de cheveux et la ponctualité, la nuit passe sans la moindre nouvelle. Paulette a renvoyé Marie-Émilie et Xavier chez eux. Nul besoin de rester à l'attendre à 3. Le matin, Xavier téléphone à Paulette. Alors, il est rentré? Non, et je suis de plus en plus inquiète. C'est sûr, il lui est arrivé quelque chose.
Plusieurs fois, au cours de la nuit, elle a téléphoné aux hôpitaux et à la police. Elle a laissé son numéro de téléphone partout pour qu'on l'appelle. Si d'aventure il réapparaissait, elle s'est fait un sang d'encre. Et ce n'est pas fini. Paulette se rend à la police après avoir prévenu son travail qu'elle ne viendrait pas pour cas de force majeure. Comme elle est la directrice de l'établissement, cela ne pose guère de problème. Le policier prend note de sa déposition et lui dit qu'on la tiendra informée. Visiblement, il ne compte pas se lancer dans des recherches, mais plutôt attendre que quelque chose se passe. Vous savez, madame, beaucoup de maris font des fugues. On ne court pas après eux. Ils finissent tous par rentrer un jour ou l'autre. Ça, on lui a déjà dit. C'était un autre policier. Décidément, c'est une idée fixe chez eux, pense Paulette. Elle commence donc à chercher elle-même, se rend au café où il a consommé un verre avec Xavier, mais personne ne se souvient de ce couple d'amis. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde la veille en fin d'après-midi. Ce jour-là, il faisait particulièrement beau et la terrasse était pleine. Ensuite, Paulette refait la route en voiture. Après la sortie de son village, c'est une route à travers les bois, surélevés par endroits par C'est une route à travers les bois, surélevée par endroits, par rapport aux bois qui la bordent. Paulette parcourt chaque fossé. Elle pousse même ses recherches plus loin dans les bois, pensant que la voiture aurait pu faire une sorte de route et s'encastrer dans un arbre. Mais rien de tout ça. Ensuite, la route traversait la ville où siège la compagnie d'assurance. 40 km de trajet en tout. Dans la ville, Paulette scrute chaque accommodement, vérifie si elle ne voit pas la voiture de Michel. Le temps passe, un jour, puis une semaine, et toujours pas de Michel. Disparu sans laisser la moindre trace. Désormais, Paulette en est certaine. Il lui est arrivé quelque chose de grave.
elle passe en revue tous les cas de figure qu'elle est capable d'imaginer, jusqu'à penser à l'enlèvement, mais aucune demande de rançon n'est arrivée. De toute façon, on n'enlève pas quelqu'un qui n'est pas riche. Ils ont bien quelques économies, mais ce n'est pas ça être riche. Paulette finit par informer les enfants, Pierre, Yves et Corinne, qui ne vivent plus à la maison. Au départ, elle ne voulait pas les inquiéter, mais Corinne a vite compris quand elle a téléphoné à Paulette, comme elle le fait chaque semaine, que quelque chose n'allait pas. Paulette a craqué et lui a tout raconté. Depuis, sa fille vit avec elle et a laissé ses 2 enfants à la garde de son mari. Accompagnée de Corinne, Paulette retourne à la police et cette fois, c'est un inspecteur qui la reçoit. Un inspecteur en civil qui fait partie de la brigade judiciaire. Enfin, on prend le cas de Michel au sérieux. Paulette est soulagée. Le policier l'écoute et la questionne. Avait-il des ennemis? Quelqu'un qui aurait pu lui en vouloir? A-t-il reçu des menaces? Semblait-il inquiet? Il passe ensuite à des questions un peu plus désarçonnantes. Votre mari a-t-il une liaison? Oh non, inspecteur, ce n'est pas son genre. Vous n'avez rien remarqué d'anormal dans son comportement? Quelque chose qui aurait changé? Non, rien du tout. Pas de nouveaux vêtements, pas de nouveaux parfums, pas de nouvelles coupes de cheveux, pas de rentrée tardive, pas d'absence même justifiée qui serait inhabituelle. Non, mais pourquoi me demandez-vous tout ça? Parce que ce sont les signes classiques qu'il y a du nouveau dans la vie de quelqu'un. Mais pourquoi voulez-vous qu'il y ait quelque chose de nouveau dans sa vie? Parce qu'il y a quelque chose de nouveau dans sa vie, il n'est pas rentré. Paulette est abasourdie. Il a raison, son raisonnement est logique. Le policier poursuit. Je vais être très clair avec vous. Ce qui fait tourner le monde, c'est le cul et les écus. Bernard, le policier, est un vieux de la vieille. Il est dans la police à la brigade judiciaire depuis de nombreuses années et il en a connu des disparitions d'hommes et de femmes ayant fui la monotonie de leur vie pour ressurgir dans d'autres bras ailleurs, parfois dans un autre pays, mais tout au bout de quelques heures ou de quelques jours, se manifestaient s'ils n'ont pas laissé un message avant de partir, voire emporter toutes leurs affaires. Beaucoup de ces conjoints, en rentrant chez eux, ont trouvé une armoire vide.
Et même dans un cas, le conjoint avait retrouvé la maison complètement vidée de ses meubles lors de son retour du travail. Il avait téléphoné à sa femme pour lui annoncer qu'il avait été cambriolé et qu'on leur avait volé tous leurs meubles. Il a été fort surpris quand sa femme lui a répondu qu'elle avait découvert qu'il la trompait et qu'elle l'avait quitté en emportant tous les meubles. L'audition s'achève. Le policier va entamer des recherches, à commencer par interroger Xavier, avec lequel Michel a pris un verre le jour de sa disparition, puis il se rendra au café et partira de cet élément. Xavier est interrogé durant plus d'1 heure. Xavier raconte leur vie à tous les deux. Depuis leur enfance, ce sont des amis, presque des frères. Oui, ils sont allés au café en terrasse, car il faisait très beau. Ils y sont arrivés vers 17h30. Il y avait beaucoup de monde et ils ont eu de la chance de trouver une place. Ils ont consommé une bière et un café chacun, puis ils ont repris leur voiture et sont rentrés chez eux. Il devait être 18h15 quand ils ont quitté le café, chacun partant vers sa voiture. C'est le soir qu'il a appris sa disparition par Paulette. Vous allez souvent au café avec votre ami? C'est régulier, environ 2 fois par mois. Vous faites ça depuis longtemps? Des années. C'est quel café? Celui sur la place face à l'église. D'habitude, c'est un autre, le Réal, mais il était fermé. Bernard se rend ensuite au café. Ni le patron ni la serveuse qui était présente ce jour-là ne se souvient de ces 2 hommes. Bernard présente des photos de Xavier et de Michel. Ensemble, il ne les reconnaissent pas. Le patron conserve tous les tickets de caisse jusqu'à faire ses comptes le lundi, mais ce lundi, il a eu un souci et les tickets sont toujours là, dont ceux du jour de la disparition de Michel. Bernard cherche un ticket qui comporterait 2 cafés et 2 bières. Il n'en trouve aucun. Il demande au patron s'il se peut que les boissons soient sur 2 tickets plutôt que sur un seul. Le patron indique qu'ils font un ticket pour chaque commande. Donc, il devrait y en avoir 2. Mais non. Bernard ne trouve rien qui correspond aux heures spécifiées par Xavier. Bernard se rend ensuite au café Le Réal, leur café habituel. Le patron les reconnaît. Ils viennent 2 fois par mois en moyenne et s'assoient toujours à la même table, au fond du café, près du jukebox. Le patron ne les a pas vus la semaine précédente.
Oui, mais vous étiez fermé? Fermé? Non, pas du tout. On n'a pas fermé de la semaine. Ça y est, un début de piste. Ça n'a pas traîné. Pourquoi Xavier a-t-il menti? Bernard a le début d'une idée. Et si ces deux couples à l'apparence parfaite ne l'étaient pas, tant que ça? Et si Xavier était jaloux? Les idées se bousculent qu'il va falloir vérifier. Bernard interroge Marie-Émilie. C'est une très jolie femme qui porte bien son âge, sans faire du jeunisme. Cette mode qui veut que tout reste jeune, avec ces hommes et ces femmes qui se font tirer les peaux tant et si bien qu'ils se ressemblent tous. On ferait des poissons. Marie-Émilie lui semble stressée, sur la réserve et même sur la défensive. Depuis le temps, Bernard a appris à détecter cette petite signe qui lui livre parfois plus de détails que l'audition elle-même. Mais on ne bâtit pas des preuves sur ces genres de détails. Il lui faut du plus sérieux, du concret. Marie-Émilie répond par de petites phrases en se tordant les mains. Ses joues sont rouges. Son t-shirt porte des marques de transpiration sous les bras. Détendez-vous, si vous n'avez rien à vous reprocher, vous ne risquez rien, dit Bernard un peu provocateur, ce qui ne fait qu'accroître le stress de Marie-Émilie. Comme il s'y attendait, elle commence à bégayer puis se reprend. Donc vous allez au travail avec Michel tous les jours. Vous mangez à midi avec lui et vous revenez ensemble le soir après le travail. Mais vous le voyez plus que votre mari? Oui. Et vous êtes juste des amis ou il y a un peu plus? Des amis. Rien de plus, pas même un petit bisou. Ce n'est pas grave, un petit bisou. Ça peut arriver. Non, pas même une fois. Juste un bisou. C'est un bel homme. Michel et vous êtes une très belle femme. Ce serait normal. Une fois, mais cela ne s'est jamais reproduit. Bernard sent que la pièce est en train de mûrir. En policier expérimenté, il a senti que Marie-Émilie cachait quelque chose. Maintenant, il sait que c'est une relation avec Michel qui doit être bien plus que ce qu'il décrit. Il la questionne, la harcèle, la cuisine à feu doux et Marie-Émilie craque, d'autant plus qu'elle est intensément inquiète de la disparition de Michel. Elle aussi. Leur relation cachée dure depuis des années. Michel a loué un studio près du bureau où il se retrouve souvent le midi. Et votre mari, il ne se doute de rien? Non.
Comment pouvez-vous en être sûr? Il m'en aurait parlé. Son comportement n'a pas changé ces derniers temps. Si il est plus nerveux, il est inquiet pour Michel, lui aussi. C'est quand même son meilleur ami. Bernard a l'adresse du studio et les clés de Marie-Émilie. Il s'y rend. Il est simplement décoré et un grand lit de 2 personnes trône au milieu de l'unique pièce, face à une fenêtre qui donne sur une jolie place. Il dispose d'une pitchounette et d'une petite salle de douche avec WC. Tout est prêt et propre et rangé. Bernard imaginait à trouver le corps de Michel, mais ce n'est pas le cas et rien n'indique qu'une dispute, voire un meurtre, ait pu se dérouler à cet endroit. Néanmoins, l'enquête progresse bien. Il a maintenant un suspect qui sent bon le coupable. Xavier, l'ami de toujours, l'ami trahi par celui qu'il a toujours considéré comme son frère. C'est samedi, il fait beau et Salvatore promène son chien Charlie. Pour une fois, il décide d'aller dans les bois. Son bouvier doit se dépenser. Il doit courir et la forêt lui en offre une belle opportunité. Salvatore est content d'avoir mis des bottes parce qu'il a plu durant quelques jours et que les sentiers sont boueux. Au détour d'un chemin étroit, il est très étonné de voir une voiture, même pas un 4x4, une voiture classique. Il se dit qu'il faut être fou pour s'aventurer là avec un tel véhicule. D'ailleurs, cet imbécile s'est embourbé et à moins de se faire aider par un tracteur, il ne bougera plus. Mais où est Charlie? Salvatore l'appelle. Charlie! Pas de réponse. Au bout de quelques instants, Charlie revient avec une casquette dans la gueule. Où as-tu trouvé ça? Allez, bon chien, montre cherche. Et Charlie le conduit un peu plus loin, dans le sous-bois. Il n'y fait pas très clair à cause de la masse des arbres. Charlie est en train de remuer un tas de feuilles. Salvatore l'appelle, mais Charlie a l'air préoccupé par ce qu'il a trouvé. Salvatore approche. Docteur, j'espère que vous avez des bottes. On va faire une promenade dans les bois. Ça me plaît comme idée. Il fait beau, j'aime les bois et plus encore ce que je vais y trouver et qui m'a été annoncé comme un cadavre sous un tas de feuilles. À mon arrivée, le labo est en train d'œuvrer, tandis que je reconnais Bernard, un vieux copain de la brigade judiciaire. Bernard me raconte
l'histoire. Ce serait donc Michel sous le tas de feuilles. Il y a beaucoup de chance. C'est en tout cas sa voiture. J'ai identifié la plaque. Une deuxième équipe du labo est en train de relever les traces dans le véhicule et j'attends de pouvoir m'approcher du corps. En attendant, Bernard me précise qu'il a un suspect, un cocu qui doit être le coupable selon la désormais célèbre devise, le cul et les écus. C'est ce qui fait tourner le monde. J'ai prononcé la phrase en chœur avec Bernard et les autres policiers. Nous la connaissons tous, tant elle se vérifie trop souvent. Sur cette entrefaite, les magistrats arrivent, juges d'instruction en tête, suivis par le procureur et les enquêteurs de la PJ. Bernard leur explique la situation et le magistrat décide de lui confier l'affaire. Vu tous les éléments qu'il possède déjà et la piste qu'il a développée. D'autres enquêteurs sont désignés pour l'aider. Le juge décide de faire à nouveau interroger Xavier et les deux femmes par Bernard et un autre enquêteur. Le labo a fini. Dans la poche intérieure du veston du cadavre, je trouve des papiers d'identité. Ce sont ceux de Michel, mais en plein air et en été, 2 jours après sa disparition, la putréfaction a bien avancé et je ne peux pas en faire une identification visuelle. Les traits de son visage ont disparu entre autres à cause de la ponte des insectes dont on trouve des larves, notamment dans les cavités orbitaires, désormais dépourvues d'œil. Je me réjouis toutefois qu'il n'ait pas été consommé par les sangliers, qui d'habitude prennent un morceau et vont le manger un peu plus loin, séparant les parties du corps à la façon d'un puzzle. Je me tourne donc vers d'autres moyens d'identification. Les vêtements sont conformes à ceux que Michel portait lors de sa disparition, selon la description faite par Paulette. Ce sont les mêmes lunettes. Et d'après ce que je peux voir, il porte une prothèse dentaire supérieure partielle et amovible, comme sa femme l'a décrit. Ajoutons à cela la proximité de sa voiture dans un bois peu fréquenté, et nous avons suffisamment d'éléments pour annoncer à Paulette qu'on a retrouvé Michel et qu'il est décédé. Ce sont les
intervenant psychologique de la police qui se charge de cette pénible besogne. Paulette s'y attendait. Elle savait bien qu'il n'avait pas pu s'enfuir avec une autre. Par contre, elle était loin de s'attendre à ce que l'enquête a déjà révélé. Marie-Émilie, sa meilleure amie, était la maîtresse de Michel. Son mari est le meilleur ami de Xavier. Et ce dernier est dans les mains de la police pour être à nouveau interrogé. C'est le genre de journée où on a l'impression d'être entré dans une autre dimension. Paulette en est sûre. Elle va se réveiller. Ce cauchemar va finir, mais elle a beau se pincer, elle ne rêve pas. La réalité l'a rattrapée dans toute sa laideur. L'examen du corps sur place n'amène rien. Je n'ai pas de cause de décès. Il faut dire qu'il est déjà à un stade tardif de putréfaction, au stade précoce. L'épiderme, la couche la plus externe de la peau, celle que chacun peut toucher, se détache. Tout le revêtement cutané gonfle au point de faire disparaître les rides du visage et des flictènes. Des cloches apparaissent gorgées d'un liquide qui provient de l'action des bactéries de putréfaction qui se développent dans le corps dans les heures qui suivent la mort. Le corps de Michel est à un stade plus avancé. Il n'y a plus d'épiderme, les tissus cutanés sont dégonflés et sont devenus très gras et très mous. Sans épiderme, il n'est plus possible de relever de petites traces comme des coups d'ongles, mais on peut encore aller voir plus profond, en espérant que les éventuels coups auront laissé des hémorragies dans les tissus. Le corps est emmené par les pompes funèbres et conduit à l'IML où je l'autopsie avec l'un de mes assistants. Comme d'habitude, dans le cas des corps putréfiés, je réalise un examen radiologique à la recherche de lésions comme des fractures osseuses, mais aussi de projectiles dont l'orifice d'entrée pourrait ne pas apparaître. Et en effet, un projectile de petit calibre se trouve dans la boîte crânienne, laquelle présente à gauche une fracture du rocher, l'os, qui contient tous les organes de l'audition et qui débute au niveau de la peau par le conduit auditif externe. Je préviens le juge que j'ai
vraisemblablement trouver la cause du décès et qu'il me faut un expert en balistique. C'est José Serrano qui est désigné et qui me rejoint rapidement en salle d'autopsie. C'est un amour des armes, autodidacte comme tous les experts en balistique que j'ai connus. Sa culture en armes est inouïe. Pour ne pas perdre de temps à l'attendre, je photographie l'écran radio. C'est plus rapide que d'imprimer un cliché et je l'envoie à José. Nous mettons le corps sur la table d'autopsie et nous débutons comme d'habitude par le dos. Aucune lésion n'y est relevée, pas même des tissus profonds. Nous retournons le corps après avoir recousu le dos et c'est à ce moment que José fait irruption dans la salle d'autopsie. Tout sourire. C'est du 22. Tu es sûr? Je n'ai pas encore extrait le projectile. C'est du 22. Tu vas voir. D'ailleurs, il n'est pas sorti. C'est vrai que le calibre 0,22 pouces, soit 0,588 cm, ce qui correspond à un projectile de quasiment 6 mètres de diamètre, est généralement trop faible pour sortir de la boîte crânienne, contrairement à la plupart des autres projectiles. Le corps est maintenant sur le dos, et tandis que mon assistant s'occupe du thorax et de l'abdomen, j'examine la boîte crânienne avec beaucoup d'attention et j'ai beau regarder la région de l'oreille gauche, je ne vois pas d'orifice d'entrée. S'il n'y avait pas la radiographie, je n'aurais aucune trace du passage d'un projectile à cet endroit. J'ouvre le crâne et, comme d'habitude, avec la scie à plâtre, en restant au-dessus du plan des oreilles. En fait, je fais le tour du crâne et j'enlève la boîte crânienne qui dégage un cerveau complètement liquide qui a commencé à s'écouler dès l'ouverture. Ce n'est pas la partie la plus marrante, surtout que je sais que je vais devoir mettre les mains dans cette matière putride roux pour retrouver le projectile. Je le trouve pile face à l'orifice gauche, du côté opposé, selon un axe parfaitement transversal. Je le remets à José qui jubile. C'est bien un 0,22 pouces. Après avoir retiré le cerveau, ou plutôt ce qu'il en reste, je découvre la base du crâne, formée par de nombreux os qui s'intriguent les uns avec les autres.
pour former une structure osseuse unique. C'est donc l'un des os qui la constitue, le rocher gauche, qui est fracturé. Le rocher est l'un des os les plus solides du crâne, le plus compact. C'est parce qu'elle l'a traversé que la balle n'est pas ressortie du crâne. Elle a épuisé toute sa force et a achevé sa course contre la paroi osseuse, juste en face de son entrée, sans même la laisser. Je scie le rocher, ce qui me permet de voir que la balle est rentrée par le conduit auditif externe, le trou de l'oreille, qu'elle n'a pas cassé à son entrée, car son diamètre est plus petit que celui du conduit auditif externe. Incroyable. Je me dis que le tireur a dû mettre le canon de l'arme devant l'oreille, puis tirer pour réussir un coup pareil. Michel est donc mort d'une destruction cérébrale engendrée par le passage d'un projectile de calibre voisin de 6 mètres qui est entré dans le crâne par le trou du conduit auditif externe gauche. Le niveau de putréfaction, mais surtout l'analyse anthropologique, permet de confirmer que Michel est décédé le jour de sa disparition. Reste mon passage en cour d'assises. Pour témoigner au procès, Xavier est défendu par l'un des ténors des assises, un avocat à réputé pour obtenir d'excellents résultats. Comme d'habitude, je décris les actes que j'ai posés et les conclusions auxquelles je suis arrivé, puis le président donne la parole au juge assesseur, au procureur général, aux jurés, aux avocats de la partie civile, puis on finit aux avocats de la défense, qui m'interpellent. Docteur, vous avez dit que pour réaliser un tir pareil, et notamment entrer par le conduit auditif externe sans le casser à son entrée, l'arme devait être au contact de la peau. En êtes-vous sûr? C'est en tout cas le plus probable. Mais quelle preuve avez-vous que l'arme était à cet endroit, juste contre le conduit auditif externe? Aucune. Je ne peux pas en être certain, car la putréfaction a fait disparaître les tissus de cette région, ce qui m'a empêché de vérifier s'il y avait des dépôts de suite et de fumée essuie du canon de l'arme. Et pas de chambre de mine. Il s'agit d'une cavité créée par l'expansion des gaz qui proviennent de la poudre consumée. Pas avec ces
munitions. Elles ne sont pas assez vulnérantes. Il y a donc une possibilité que le tir ait été exécuté à distance. En effet, statistiquement, oui. C'est une très faible probabilité, mais elle existe. Je vous remercie, docteur. Plus de questions, Monsieur le Président? Cette question est le reflet de la déposition de Xavier qui a reconnu avoir contraint Michel sous la menace d'un pistolet 022 à le conduire en plein bois pour être tranquille, pour discuter tranquillement sous la menace d'un flingue. J'ai déjà connu mieux. Un jour où Xavier veut faire la surprise à Marie-Émilie de la rejoindre au travail sur son temps de midi, il la voit sortir avec Michel et traverser la rue. Xavier les appelle, mais ils sont trop loin. Ils ne l'entendent pas. Il est intrigué. Ils ne vont pas à la sandwicherie, mais poursuivent leur route. Xavier les suit en tentant de les rejoindre. Mais la densité de la circulation le ralentit tant et si bien qu'il les voit entrer dans un immeuble avant d'avoir pu arriver à leur hauteur. La porte n'est pas encore fermée quand ils atteignent l'immeuble, ce qui lui permet d'entrer dans le hall où il voit que l'ascenseur s'arrête au 5e étage. Qui donc habite là? Peut-être un collègue? Xavier cherche le 5e étage sur les sonnettes et en découvre une au nom de jeune fille de la maman de Michel. Mais celle-ci est décédée depuis quelques années déjà. Aurait-elle eu un appartement ou un studio dans cet immeuble? Mais pourquoi faire? C'est d'autant plus étrange qu'elle a toujours vécu avec son mari, le père de Michel. Xavier fait le tour, voir Michel à la fenêtre du studio et Marie-Émilie, qui, sans se soucier d'être vue, vient le rejoindre et l'embrasse d'une manière qui ne laisse pas la place au doute. Xavier est terrassé, il a tout compris. Il est si abattu qu'il ne sonne pas, ne va pas demander des explications. À quoi bon? Il ne va pas casser la figure de son désormais ex-meilleur ami. Xavier rumine tout l'après-midi. Les questions se bousculent dans sa tête. Depuis quand? Pourquoi? Comment? Cela a-t-il commencé? Pourquoi lui? Xavier ne retourne pas au travail, rentre chez lui et compte bien demander des comptes à Marie-Émilie. Mais au retour de sa femme, il ne dit rien, fait comme si de rien n'était.
Et Marie-Émilie ne devine rien, elle qui est tellement habituée à cette situation. Ça fait longtemps qu'elle n'angoisse plus à l'idée que son mari découvre ce qui se passe. Mais Xavier attend son heure et elle arrive. Cette heure, dès le lendemain, quand il invite Michel à boire un verre qu'ils ne prendront jamais. Xavier certifie qu'il n'a pas tiré pour tuer, qu'il se trouvait à une distance de plus de 2 mètres lorsqu'il a tiré sur Michel pour le blesser, lui faire mal. Malheureusement, Michel s'est effondré. Xavier a paniqué. Il a caché le corps sous des feuilles, puis a tenté de repartir au volant de la voiture, mais il s'est embourbé. Il est alors allé à pied jusqu'à la route où il s'en débarrassé, où il s'est débarrassé de l'arme dans un fourré où elle est effectivement retrouvée. Puis il fait du stop, des Hollandais l'ont pris et il a pu rejoindre sa voiture et rentrer presque à l'heure prévue. La cour d'assises tranche reconnaissant l'homicide involontaire car elle a retenu l'intervention de l'avocat. Ah, le cul et les écus. Énonciation activée. Visage au centre. Visage au centre. Arrêter l'enregistrement vidéo. Bouton.